Un très grand bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré au point marché avec la financière de l'échiquier. En compagnie, comme d'habitude, justement, donc ce soir, de Pierre Pubassé, qui est porte-parole de la gestion chez LFDE. Bonsoir Pierre. Bonsoir Imen, bonsoir à toutes et à tous. Alors, sans plus tarder, donc juste vous rappeler que c'est un webinaire qui se veut interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Pierre. Et donc, nous avons en fait une présentation. Alors moi, je voulais commencer par ça. En fait, c'est un tableau Bloomberg en fait, qui nous permet un peu de faire le point sur les performances des marchés depuis le début de l'année. Il a 2-3 jours, donc il est déjà un peu dépassé, puisque comme vous le savez, il y a quand même eu une journée hier de forte hausse après les annonces du cessez-le-feu, hein, même si je vais y revenir. Pour l'instant, il est relativement imparfait. En tout cas, hier, très forte hausse sur les marchés. Aujourd'hui, au moment, je n'ai pas regardé les derniers, la clôture, mais enfin, je voyais que ça reconsolidait un peu, même si c'était une consolidation qui était très inférieure à la hausse d'hier. En fait, quand on regarde un peu ce qui se passe, j'ai regardé hier soir, quasiment tout est redevenu dans le vert. C'est-à-dire que on est dans une crise qui est importante, en fait, dans des incertitudes qui sont élevées. On va y revenir avec un problème fondamental sur l'énergie, son prix, la volumétrie en fait disponible, etc., etc. Et malgré tout, finalement, les marchés, en year to date, comme on dit en anglais, du moins depuis le début de l'année, pour parler français, sont plus ou moins étales, hein. Donc, c'est le premier constat qu'on peut faire. Certains qui suivent bien les marchés et qui nous écoutent vont me dire oui, mais quand même, depuis le plus haut, on a quand même un peu baissé. C'est vrai. D'ailleurs, plus sur l'Europe que sur les États-Unis, puisque finalement, la tonalité des marchés au début de l'année 2026 ressemblait beaucoup à ce qu'on avait eu dans la deuxième partie de l'année 2025, c'est-à-dire des investisseurs qui continuaient à chercher de la diversification géographique, de la diversification internationale, qui essayaient de diluer, alors je dirais pas de façon raisonnable, mais qui en tout cas étaient prêts à réinvestir plus qu'ils ne le faisaient dans le passé hors des États-Unis, c'est-à-dire, pour parler des grandes zones géographiques, en Europe et sur les émergents. Et toute la question, et nous, c'est un peu notre sentiment, mais je vais y revenir, c'est que ces dynamiques qu'on observait d'une certaine façon depuis 2025, parce que liées à des incertitudes qui sont créées par le peu de visibilité qu'offre, je dirais, la politique américaine, la faiblesse du dollar en 2025, ce qui est moins le cas sur cette année 2026, puisque finalement la grande thématique à la mode, c'était la dédollarisation. Et finalement, on se rend compte que face à un risque fondamental géopolitique, le dollar s'est légèrement renforcé, hein, parce que, comme d'habitude, les investisseurs américains probablement ont rapatrié leurs capitaux sur le marché domestique. Ça, c'était la première observation. La deuxième observation, c'est la slide qui suit. Oui. C'est quand on regarde un peu ce qui se passe sur les marchés depuis le début, enfin sur un an glissant, hein, c'est la diapositive. En fait, on a quand même un marché qui tourne beaucoup en faveur de la thématique dite value. Alors, en fait, je rappelle, hein, il y a deux grands groupes de valeurs, en fait, sur les marchés. Il y a les valeurs dites de croissance et les valeurs dites value. En deux mots, sur les valeurs de croissance, on va acheter et le marché va être prêt à payer des multiples élevés sur les résultats de l'année en cours parce qu'il va anticiper en fait la croissance future. Sur le value, en fait, c'est des business models qui ne sont pas morts, mais que c'est des business models qui connaissent une moins forte croissance. Et donc, le marché va surtout essayer d'acheter par rapport à la valeur, je dirais, actuelle. En deux mots, le ratio de base pour le value, c'est ce qu'on appelle le price to book en anglais. Donc, c'est le prix comparé aux fonds propres, hein. On essaie d'acheter avec une décote sur les fonds propres, ou du moins une prime sur les fonds propres qui est limitée. Et ce que l'on observe, en fait, depuis plus d'un an d'ailleurs, hein, même si ce graphique démarre en mars 2025, c'est que euh, depuis un certain temps, en fait, le value surperforme. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que vous voyez que la ligne bleue du bas, c'est les États-Unis. Donc, quand la ligne monte, ça veut dire que les valeurs dites value
surperforment les valeurs de croissance. Et on observe que ce mouvement qui s'était enclenché en Europe depuis plusieurs semestres, en fait, se réplique aujourd'hui sur toutes les zones géographiques. Vous avez sur ce graphique-là les émergents, vous avez le Japon, vous avez l'indice mondial. On voit bien que dans cet environnement de marché, en fait, il y a un peu un avantage au value. Alors, ceci dit, le value, traditionnellement, est généralement plutôt avantagé par la hausse des taux, alors que la croissance est plutôt avantagée par la baisse des taux. Et un des éléments importants peut-être à souligner des dernières semaines, c'est que les taux se sont quand même pas mal retendus pour toute une série de raisons. L'écran suivant va me permettre de mettre en avant autre chose, c'est la valorisation en fait. Vous le savez, on a beaucoup parlé en fait d'une sous-évaluation des marchés européens, d'une surévaluation des marchés américains. Alors, je dirais, il y a toujours effectivement une décote des marchés européens et ça constitue de notre point de vue une opportunité. Mais si on regarde plus particulièrement les États-Unis et si on le compare, et c'est ce que fait ce graphique, aux marchés mondiaux, ex-US, en fait, on voit que si on fait rentrer dans l'équation la croissance, c'est ce qu'on appelle un PEG. Un PEG, c'est un Price Earnings to Growth. En deux mots, c'est donc la valorisation des sociétés divisé, enfin du moins le prix des sociétés donné par le marché divisé par la capacité bénéficiaire, divisé par la croissance. Donc ça permet de faire rentrer en compte dans la méthodologie de valorisation une notion de dynamique qui est la croissance. Et en fait, on voit effectivement que la période récente a fortement modifié la valorisation des marchés américains et qui sont aujourd'hui, qui se traitent, après avoir été traités avec des primes et donc une surévaluation par rapport aux marchés mondiaux depuis l'année 2023, aujourd'hui sont revenus quasiment, alors il y a des différences comme vous pouvez le voir, mais ils sont revenus quasiment au même niveau. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais partager avec vous parce que ça va être très important dans, je dirais, la façon dont il va falloir investir dans les mois à venir. En fait, ça rend plus attrayant, en fait, probablement les marchés américains aujourd'hui. Alors, je voulais quand même vous parler un peu de la situation actuelle sur l'Iran. Bon, je crois qu'on suit tous au jour le jour ce qui s'y passe. On est devenus tous des spécialistes du détroit d'Ormuz. Le graphique de gauche qui décrit en fait le nombre de cargos, de tankers, de cargo en vrac qui passent par le détroit d'Ormuz est quasi nul en fait. Et bien entendu, ce conflit-là, comme vous le savez, il a un aspect fondamental, c'est que ce fameux détroit d'Ormuz, en fait, est un endroit par lequel passe plus ou moins une vingtaine de pourcents de la production énergétique mondiale, pétrole, gaz, et aussi d'autres, je dirais, matières premières, entre autres des dérivés de pétrochimie, enfin, etc., des engrais, etc. Donc, en fait, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, de l'évolution de ce conflit, euh, on a des conséquences qu'on va appeler non linéaires. C'est-à-dire que arrêt des hostilités rapides, réouverture du détroit d'Ormuz, bonne nouvelle. Blocage du détroit d'Ormuz, prolongation du conflit, risque de contraction de l'activité fort, très mauvaise nouvelle. Et donc, le marché, vous l'avez vu, en fait, il oscille aujourd'hui énormément en fonction des informations qui proviennent de ce conflit. Et on a pu l'observer hier avec l'annonce donc d'un cessez-le-feu temporaire avec une réouverture du détroit d'Ormuz, annoncé pas réel en fait, puisque vous savez que finalement, il reste bloqué. Je crois qu'il est juste passé 2 tankers hier, enfin, et aujourd'hui, on ne comprend plus bien effectivement comment va évoluer ce cessez-le-feu, même si je regardais les dernières informations, il semblerait que M. Netanyahou a accepté de négocier aussi un cessez-le-feu avec le Liban, ce qui probablement débloquerait la situation et donc me semble être plutôt un point positif. Alors pourquoi c'est la diapositive suivante. Pourquoi c'est important?
parce que, effectivement, c'est aujourd'hui, en fait, le plus grand choc ou le plus gros choc d'offres pétrolier de l'histoire, en fait, hein. C'est-à-dire que la fermeture du détroit d'Ormuz, 20 de la production mondiale de pétrole, de gaz, et cetera, qui sort du marché du jour au lendemain, c'est du jamais vu, en fait, hein. C'est le plus gros choc. Alors, certains vont regarder le graphique en haut à droite, bon, il n'est pas très long, mais enfin, il y a eu des périodes plus ou moins agitées, mais on n'a jamais eu une période, en fait, aussi longue, avec une fermeture totale, en fait, du détroit d'Ormuz, hein. Donc, c'est bien évidemment un sujet majeur pour l'économie mondiale. Alors, dans la diapositive suivante, je veux répondre à des questions qu'on a souvent, qui est voilà, d'abord, peut-être rapidement, nous demander quel est notre scénario malgré tout. Je veux vous confirmer qu'on reste quand même optimiste, la financière de l'échiquier. La principale raison, c'est que on pense que, je dirais, trouver une solution à ce conflit rapide est absolument essentiel pour Trump. Vous le savez, il y a ce qu'on appelle des midterm elections qui ont lieu en novembre. La fermeture du détroit d'Ormuz, même si les États-Unis sont plus ou moins indépendants en termes de production d'énergie fossile, de gaz, de pétrole, et malgré tout, l'évolution des prix sur les marchés force à la hausse les prix aussi de la production pétrolière américaine. Le prix à la pompe a très fortement progressé, c'est extrêmement impopulaire. Il y a des conséquences de deuxième tour, je dirais, qui sont liées à l'augmentation du prix de l'énergie et des risques de reprise de l'inflation, etc., etc. Donc, en fait, notre allié, c'est la recherche de popularité et de soutien populaire de la part de M. Trump. Et je pense que ça ne vous s'étonnera pas si je vous le dis. Voilà. Alors, je voulais quand même, malgré tout, avant de. Donc, on reste optimiste. Je pourrais conclure là, mais je veux quand même vous dire deux, trois autres choses. Et c'est l'objet des tableaux qui vont suivre. Alors, certains, les plus anciens, se rappellent du choc pétrolier des années 70. Moi, j'aime bien dire que je me le rappelle puisque j'ai vécu ça en étant passager de la voiture de mon père à cette époque-là. Mais j'ai malgré tout un certain âge, donc peut-être que tout le monde n'a plus ce souvenir-là. C'est vrai que 70, le marché a de très mauvais souvenirs des années 70, une grande crise pétrolière, une remontée brutale des prix du pétrole, une espèce d'emballement en fait de l'inflation, la nécessité à la fin de cette séquence de remonter les taux de façon très importante par le banquier central américain de l'époque qui était Monsieur Volcker, récession économique, etc., etc. Donc la question de savoir effectivement est-ce qu'on se retrouve dans une situation similaire est importante. Notre réponse c'est non en fait, et je dirais elle est non parce que je dis, il y a l'économie mondiale est beaucoup moins dépendante en fait des énergies fossiles qu'elle l'était à l'époque. Vous avez le graphique en haut à gauche. Alors je sais que c'est petit, mais enfin, je vous invite à sortir vos lunettes, le cas échéant. C'est en fait, d'une certaine façon, c'est un calcul, c'est l'intensité en énergie fossile du PIB, hein, du PIB mondial. Donc, on voit que finalement, pour faire un point de PIB, on consommait 1,8 d'énergie. Aujourd'hui, en fait, on a fortement réduit la dépendance de l'économie mondiale à la facture énergétique. Alors, je dirais, c'est le corollaire de toute une série de choses, entre autres du développement de beaucoup de pays sur la planète, du développement des activités de services, qui bien sûr sont beaucoup moins dépendantes de l'énergie. Donc, en fait, comparé à 70, ça a un sens parce que 70 a été un choc pétrolier, mais je dirais, ça n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter de la reproduction d'un scénario du même type. L'autre élément de comparaison qu'on entend souvent, c'est la diapositive qui suit ou l'écran qui suit, c'est 22. Hein, 22, vous vous rappelez, début de la guerre en Ukraine,
blocage donc des exportations russes de gaz à bas prix, hein, même si ça a été un blocage progressif, mais enfin, choc énergétique en tout cas très conséquent. Et c'est vrai que ça a créé de l'inflation, ça a créé énormément de problèmes, ça a demandé et c'est d'une certaine façon assez rassurant parce qu'on a eu là on a un exemple récent de la capacité d'adaptation à ces chocs-là des différentes économies du monde. Mais je dirais 22, on était dans une situation macroéconomique très différente en fait, hein. Je rappelle, on sortait de la crise Covid, la réouverture a été compliquée, la crise Covid, a créé un certain nombre de frictions, de blocages et on était dans une situation où l'inflation était déjà très élevée, hein. Et ça, c'est vrai qu'il y a toujours un caractère inflationniste, lié à la hausse des prix de l'énergie, mais évidemment, quand ça arrive sur des niveaux d'inflation qui sont déjà élevés, ça fait progresser l'inflation de façon très importante. Si on regarde en fait l'inflation totale, du G4, c'est le graphique en haut à gauche, au début de la guerre en Ukraine, on était autour de 6. Ça nous a mené, ou du moins ça a accéléré une tendance qui nous a mené à plus de 8 d'inflation. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on est sur des niveaux d'inflation d'environ 2 2,5. Et surtout, et c'est le graphique de droite en haut, les marchés de l'emploi étaient très tendus, hein. Donc je dirais qu'il y avait une sorte de dynamique, une boucle, et c'était une des grandes craintes, d'ailleurs des banquiers centraux à l'époque, une accélération de cette boucle qu'on appelle prix-salaire ou salaire-prix. Les salaires augmentent, les prix augmentent, les salaires augmentent, les prix augmentent. Et en fait, on se retrouve dans une espèce de spirale haussière et qui finalement nécessite des interventions extrêmement brutales de la part des banquiers centraux. Aujourd'hui, comme on peut le constater sur le graphique de droite, le marché de l'emploi est beaucoup moins tendu, hein. C'est ce que démontre ce graphique. De même que on n'est plus du tout dans la situation d'inflation salariale élevée que l'on avait à cette époque-là. Donc ceci étant dit, alors peut-être l'écran suivant. Ça reste quand même intéressant de regarder un peu quels sont les pays aujourd'hui qui sont les plus sensibles et les plus exposés à cette crise. Je pense que regardons simplement le tableau de droite, c'est un score en fait, hein, c'est un calcul qui nous donne en fait une hiérarchie, pays par pays, du risque énergétique venu du Moyen-Orient. Parce que si vous regardez le graphique de gauche, vous allez voir, c'est l'importation énergétique en pourcentage du PIB pour différents pays. Et vous voyez que le pays finalement sur lequel la facture énergétique est la plus importante en termes de PIB, c'est la Corée. Mais vous voyez que la ligne jaune, c'est en fait l'énergie et l'énergie fossile qui vient, ça peut être du gaz ou du pétrole qui vient du Moyen-Orient, elle peut être très différente selon les différents pays. Donc quand on se concentre en fait sur ce que représente ce qui se passe aujourd'hui sur le détroit d'Ormuz pays par pays, ce qu'on constate, c'est que les pays les plus touchés, c'est l'Afrique du Sud, c'est le fameux AF, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde. Et en fait, on voit que rapidement derrière, on a deux pays européens qui sont l'Italie et l'Espagne. La France étant moins touchée, alors même si elle n'est pas très loin derrière, mais je dirais. Donc voilà un peu les différentes zones et on voit bien là effectivement, si on regarde la droite du graphique, que les zones géographiques les moins concernées, hein, c'est les USA et le Canada, hein. Bon, 2 pays qui sont bien sûr producteurs. Sur l'écran qui suit, peut-être pour, parler des conséquences de tout ce qui se passe, et pourquoi les marchés, ont consolidé, c'est que, bah et bien évidemment, cette guerre, ce conflit maintenant qui dure depuis plusieurs semaines, crée un choc de confiance en fait, hein, et qui s'est matérialisé très, très clairement dans les premiers indicateurs de mars. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les indicateurs que je vous montre, mais en fait, on voit bien que les PMI baissent nettement en mars. Alors, il baisse nettement, mais il reste au-dessus de 50, hein. Vous savez que le PMI, c'est un indicateur qui est très regardé par les investisseurs. Le 0, je dirais le point 0, c'est 50, hein, c'est par convention. Et donc, quand on est au-dessus de 50, on reste dans des dynamiques
positif et quand on est en dessous de 50, on est dans des dynamiques négatives. Le problème, c'est que bien sûr, c'est déjà, enfin, ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir celui d'aujourd'hui qu'on n'a pas et qui est probablement plus bas, hein. On le voit bien, je vois que les différentes autorités gouvernementales commencent à publier des prévisions. On comprend bien ce qui se passe. Aujourd'hui, face à l'inconnu, en fait, les agents économiques, que ce soit les particuliers ou les entreprises, bah, retardent leurs décisions de dépenses, hein. Les entreprises n'investissent plus, ou du moins ne font plus que les investissements nécessaires, etc., etc. C'est une sorte de boule de neige, hein, la confiance et la visibilité. Sur l'écran qui suit, peut-être juste pour vous parler rapidement d'un effet de deuxième tour, c'est-à-dire que, finalement, et si avec ça, ce serait déjà beaucoup, mais en plus de ça, bien évidemment, le risque inflationniste qui pèse, en fait, aujourd'hui, heu, eh bien, il a aussi un impact sur, les politiques monétaires des banquiers centraux, hein. Et on voit aujourd'hui que le marché, qui croyait finalement, avant ce conflit-là, à une dynamique favorable du côté de la Fédérale Réserve et une stabilité du côté de la BCE, finalement est en train de réviser, en fait, son scénario. Je vais en reparler, dans les slides qui viennent, donc j'insiste pas trop là-dessus, mais c'est vrai que c'est un choc. En fait, le choc, il est renforcé, hein, le choc de confiance, le choc pour les marchés, il est aussi renforcé par cette modification ou par ces craintes, en fait, de réaction de la part des banquiers centraux face à finalement la reprise du risque inflationniste. Rapidement peut-être, pour vous dire que avant cet événement-là, on était dans un environnement qui était relativement bien orienté. Je pense que je l'avais mentionné lors des dernières conférences, qu'on avait faites. Et évidemment, il y a une remise en question, en fait, de ce scénario-là. C'est un peu regrettable parce que, en fait, on avait plutôt une accélération de la croissance européenne, on avait plutôt, je dirais, une bonne hypothèse de croissance aussi sur les États-Unis. Donc on était dans un environnement qui était finalement, favorable, hein, il faut le reconnaître, pour les marchés actions. Aujourd'hui, c'est un environnement qui s'est un peu détérioré. Sur l'écran qui suit, c'est les conséquences en fait, hein. Et les conséquences, bah, elles sont directes, hein. C'est-à-dire si vous regardez les indices de surprise, alors qu'est-ce que c'est que les indices de surprise économique? C'est le graphique à gauche, beaucoup de courbes dessus, je suis désolé, mais enfin, on peut se contenter de regarder les US et la zone euro. C'est un indicateur qu'on apprécie beaucoup. En fait, il permet de constater ce qui se passe par rapport aux attentes, hein. Vous savez, il y a toute une série de prévisionnistes qui donc publient en permanence des prévisions en fait sur toute une série de chiffres macroéconomiques. Ça constitue un consensus et finalement l'indice de surprise économique, il permet de constater comment la réalité se compare par rapport au consensus. En deux mots, quand l'indice monte, ça veut dire que la réalité est meilleure que ce qui était attendu et inversement. Aujourd'hui, on a effectivement un indice de surprise macroéconomique qui commence à se retourner et on a même aujourd'hui des révisions en fait, hein, en baisse donc des estimations de croissance. Le marché, dans son ensemble, parle d'une croissance aux États-Unis qui serait légèrement supérieure à 2 ce qui reste somme toute correct, mais avant le conflit, on parlait quand même de 2,6, 2,7, hein, donc des chiffres qui sont plus élevés. Et sur la zone euro, bah, aujourd'hui, on parle de 0,7, 0,8, alors qu'on parlait de quelque chose comme 1,1, hein. Et on voit aussi effectivement bah, des révisions, hein, sur les taux monétaires, etc., etc. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Peut-être pour accélérer et faire un focus plus particulier sur les États-Unis et sur la zone euro, peut-être vous dire deux choses. C'est que d'une part, effectivement, l'économie américaine est moins exposée, mais probablement ne sera pas épargnée, hein, puisque la facture énergétique va augmenter fortement. Et je dirais, ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages. Même si, encore une fois, je trouve le graphique en bas à gauche intéressant, c'est que l'énergie ne pèse plus autant dans la dépense des ménages, hein. Là aussi,
il y a eu quand même toute une série de transformations depuis les années 60, comme vous pouvez le constater. On voit bien ce qui s'est passé d'ailleurs dans les années 70, hein. Vous voyez que le poste énergie pour les ménages américains était passé de 6 à 10. Aujourd'hui, on est sur un poste énergie qui est à 4. Il peut passer de 4 à 5, mais enfin, ce n'est pas du tout un impact de la même ampleur. Seul problème aux États-Unis, c'est que le taux d'épargne est très bas, hein, et que c'est des consommateurs qui sont très sensibles à un phénomène qu'on appelle l'effet richesse. Donc, généralement, l'effet richesse, vous savez, les ménages américains ont beaucoup d'actifs financiers qui dépendent, dont la valorisation dépend bien sûr de l'évolution des marchés financiers. Donc, dans un environnement où les marchés baissent, c'est moins favorable, je dirais, à cet effet richesse. Sur les États-Unis, un écran ou une diapositive, il y a cette problématique qui est la Federal Reserve. Donc maintenant, la Federal Reserve, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est en attente. Lors de la dernière réunion, elle a maintenu ses taux inchangés. C'était après 3 baisses consécutives depuis l'an dernier. Donc ils disent qu'ils sont, je dirais, attentifs aux conséquences en fait de cette crise énergétique. Vous savez que la Fédérale Réserve a un double mandat et d'équilibrer les risques d'inflation et le marché de l'emploi. Mais enfin bon, on va voir ce qui se passe. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'attentes, même si depuis hier, en fait, à nouveau, certains parlent peut-être d'une baisse de taux aux États-Unis. Vous savez qu'il y a aussi un changement de présidence de la Fédérale Réserve. Ceci dit, M. Warsh, qui est censé remplacer mi-mai, M. Powell n'a toujours pas été, je pense, confirmé. Et il a un petit problème, c'est que sa femme fait partie de la famille qui détient Estée Lauder. Et Estée Lauder est probablement en train de négocier une fusion avec un groupe espagnol et ça pourrait compliquer sa nomination. Donc, à suivre, ce ne serait pas forcément la meilleure des nouvelles puisque finalement, tout le monde pensait que c'était le bon candidat. Sur la zone euro, rapidement, je vous l'ai dit, on est plus touché, hein, la confiance baisse nettement en mars, alors que la croissance réaccélérait. En tout cas, le consommateur européen est très sensible à ce qui se passe. Il s'inquiète, hein, je dirais, d'avoir des difficultés à se fournir, même en énergie. Je rappelle qu'il y a quand même 20 de la capacité de production mondiale qui n'atteint plus ces marchés de consommateurs. Diapositive suivante, peut-être, pour rebondir et faire un comparable avec la Fédérale Réserve. Il mène diapositive Oui, suivante, oui, si c'est c'est sur la Banque possible. centrale Voilà. européenne. Ouais, sur la Banque centrale européenne. Donc là aussi, alors là, je dirais autre sujet, c'est qu'on a une BCE qui ne change pas ses taux, bien sûr, mais qui parle beaucoup de risques inflationnistes, de risques sur la croissance, et qui a envoyé quand même des messages implicites pas très encourageants, hein. C'est-à-dire, et quand on regarde un peu les scénarios alternatifs qui ont été développés par la BCE, ils sont tous négatifs, ils sont relativement inflationnistes, et cetera, et cetera. Et donc, je dirais que la BCE semble être assez obsédée par le choc de 2022. Bon, au total, je dirais tout ça ne semble pas très favorable. En fait, aujourd'hui, on parle d'une remontée de taux de la part de la BCE. Certains pensent qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 remontées de taux d'ici l'été, une en juin, dans le scénario central. Donc ce serait évidemment pour la crédibilité de la BCE et pour, je dirais, sa lutte contre les tendances inflationnistes, c'est une bonne nouvelle. Pour les marchés actions, je dirais, ce ne serait pas forcément la meilleure des nouvelles. Bon, je passe vite là-dessus, mais il y a quand même un aspect qui nous semble malgré tout porteur, même s'il est un peu effacé aujourd'hui, sur l'Europe, c'est des politiques budgétaires qui vont être accommodantes, hein. Il y a toujours ce plan de relance allemand qui est très, très conséquent, et cetera, qui peut soutenir certains pans de l'économie. Et puis sur l'écran suivant, il y a effectivement, je vous le disais, assouplissement budgétaire historique en Allemagne, hein. C'est quand même un élément qui reste très important, hein, pour l'économie européenne. L'Allemagne est le moteur économique de l'Europe. Et puis, sur l'écran suivant, peut-être pour commencer à conclure,
avant de vous écouter, et que vous nous posiez des questions, peut-être résumer un peu tout ce que je vous dis, en vous donnant un peu nos différents scénarios et les probabilités sur ces différents scénarios. Je dirais, malgré tout ce que je vous dis, notre scénario central, c'est celui de la normalisation progressive. Vous voyez que le scénario, sur la persistance du conflit aujourd'hui, est probabilité de 15, donc je dirais, elle n'est pas nulle, mais enfin, elle reste assez théorique. Notre préférence va pour un scénario de normalisation progressive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une désescalade du conflit en Iran, ce qui semble être en train de se passer, une réouverture du détroit d'Ormuz. Là, il y a une inconnue. Je dois dire que l'histoire est en train de s'écrire, hein. Il va falloir qu'on puisse voir une cinquantaine de tankers passer par jour par le détroit d'Ormuz. On en est toujours très, très, très loin. Donc, ça reste, je dirais, un problème ou une question. Des banques centrales qui considéraient que finalement le choc inflationniste lié à l'augmentation des prix de l'énergie est de courte durée et passager, et donc n'agiraient pas, ou du moins ne resserraient pas leur politique monétaire. Sans aucun doute, le choix que va faire la Fédérale Réserve, je dirais plus moins certain quant à la BCE, même si on espère que la BCE restera raisonnable. Des entreprises et des ménages qui parviennent à absorber la hausse des prix. Alors évidemment, dans le cas des entreprises, ça se fait par contraction de la marge. Dans le cas des ménages, je dirais c'est plus probable, enfin du moins la capacité de résistance et d'encaissement nous paraît plus élevée en fait sur l'Europe que sur les États-Unis, hein. Les Européens ont un coussin d'épargne qui est très important. Alors c'est une épargne de sécurité bien sûr, qui peut être en partie utilisée face à un environnement plus compliqué, qui permettrait donc à la consommation des ménages de tenir ou du moins de ne pas s'effondrer. Et ce scénario-là, pour conclure, il nous semble être favorable aux actifs risqués, et donc il nous mène à vous recommander de surpondérer les valeurs cycliques et les petites capitalisations. En tout cas, il nous mène à vous recommander de continuer à être resté investi sur les marchés, et d'autant plus que ces crises-là, se sont, généralement révélées, alors a posteriori, je dirais, avec un délai parfois, qui peut être de plusieurs mois, mais de très bonnes portes d'entrée pour des investisseurs de long terme. Et encore une fois, je dirais, je le répète, hein, les actions, c'est un investissement de long terme. Et c'est vrai que l'expérience prouve que quand on achète dans des marchés baissiers, j'aime bien le dire, généralement, on le regrette à court terme parce que on n'achète jamais au plus bas, donc ça continue à baisser. Mais à long terme, on comprend qu'on a constitué, je dirais, un investissement sur de bons points d'entrée. Et quand on achète dans des marchés très haussiers, généralement, on est content sur le court terme parce que ça continue un peu à monter. Mais sur le long terme, on se rend compte qu'on a acheté un peu cher. Et généralement, ça limite en fait le rendement de ces investissements. Voilà. Donc, malgré tout ce que je vous ai dit, alors aujourd'hui, peut-être une petite préférence sur les US aussi. Donc, peut-être une petite préférence pour nos fonds internationaux. À remarquer aussi que nos fonds thématiques performent très bien. On vous a déjà parlé, je pense, entre autres de Echiquier Space, hein, je pense, Imen, je ne me trompe Oui. pas. C'est un fonds qui, finalement, a été volatile dans la période, mais enfin, je regardais hier, il est à plus de 20% de performance. Il bénéficie à plein de 2 choses. D'une part, une exposition à des valeurs de défense, et d'autre part à cette thématique de l'espace qui, je dirais, aujourd'hui est très portée par, bon, l'opération Artemis là qu'on suit tous, mais aussi bien sûr l'arrivée sur le marché de l'acteur privé de référence, du spatial qui est SpaceX, hein, pour des valorisations de plus de 2 000 milliards de dollars. Et donc on va énormément parler d'espace, et ça devrait continuer bien sûr à animer, je dirais, l'intérêt pour ce secteur. Et je dirais, et investir sur Échiquier Space, c'est une façon d'en profiter. Remarquons aussi que dans cet environnement, finalement, je vous l'ai dit, les indices ont corrigé, mais enfin, c'est une correction qui reste très, très raisonnable. Je vois que Frédéric nous parle de fonds Europe qui diminuent leur valeur. Voilà. Quand vont-ils remonter? Bah, ils ont commencé à remonter hier.
la semaine dernière n'était pas si mauvaise que ça. On a quand même un peu l'impression qu'on a atteint une sorte de plancher. Alors avec une difficulté, c'est que bien sûr, si vous croyez, à la persistance du conflit, ça va continuer, on reprendra on on rebaissera probablement, mais nous, au regard de notre scénario, qui est un scénario de normalisation progressive, on pense que c'est pas un mauvais moment, en tout cas, pour se renforcer. Et puis peut-être juste un mot pour vous parler de notre fonds Absolute Return Credit. On vous l'avait présenté aussi comme une solution plutôt défensive, peu de volatilité, hem, une stratégie, qui investit sur le territoire des obligations d'entreprise, avec différents moteurs qui permettent finalement de plutôt bien passer les périodes compliquées. Ça a été le cas, hein. Je trouve que c'est une stratégie qui a bien résisté dans cet environnement-là. Ça ne fait que souligner l'intérêt qu'a, je dirais, Echiquier Absolute Return Credit, dans ce type d'environnement pour un investisseur prudent. Entendu, Pierre. Bah, écoute, je pense que tu as répondu éventuellement aux questions qui étaient posées, justement donc aux questions, relatives, aux allocations éventuellement, que l'on peut déduire de cet environnement de marché qui est relativement difficile à décrypter, mine de rien, justement en raison de ce conflit. Thierry est en train de Ouais, d'écrire, alors je ne sais pas si Thierry et JP aussi. on voit Donc ça sur la on droite. attend on Mmh, attendra éventuellement que vous posiez vos questions si jamais mmh. vous en avez et puis ensuite, on conclura justement donc ce webinaire. Hem, Thierry et JP, est-ce que vous avez des questions éventuellement? Pierre également est en train d'écrire. Quels sont les indicateurs à regarder pour sélectionner les valeurs grosses ou les valeurs value? Alors oui, c'est une bonne question parce que, on parle beaucoup de ça, mais finalement heu, je vais essayer d'éclairer un peu votre, alors, je pense qu'une valeur growth, c'est que quoi? C'est une valeur de croissance. Déjà, on va regarder la croissance du résultat, la croissance du chiffre d'affaires, la croissance d'autres agrégats, enfin et cetera et cetera. Et puis, finalement, pour les sélectionner, on va essayer de comprendre combien on pèse cette croissance. Donc on va essayer d'appliquer, en fait, alors déjà, il va falloir croire au scénario de croissance, hein. Heu il va falloir croire au scénario de croissance et puis après, on va effectivement regarder la valorisation qu'a l'entreprise, c'est-à-dire ce fameux PE, hein. Je rappelle donc la capitalisation boursière, c'est-à-dire le nombre de titres multiplié par le cours divisé par le résultat et on va le diviser par la croissance. Ça va nous permettre finalement de donner un sens enfin de relativiser, la valorisation en termes d'actuel, le PE, combien on paie le résultat, la capacité bénéficiaire de l'entreprise par rapport à ces perspectives. Sur le value, en fait, on va regarder plus je dirais un ratio. Je vous ai parlé tout à l'heure, du prix de l'entreprise, donc sa capitalisation boursière sur ses fonds propres, hein. Ses fonds propres, c'est ce qui appartient à l'entreprise. Quand vous regardez le bilan, le passif du bilan sont les moyens qui sont mis à disposition d'une entreprise. Vous avez les fonds propres, c'est-à-dire c'est les capitaux qui ont été apportés par les actionnaires et la dette, hein, qu'il va falloir rembourser. Donc les fonds propres, c'est ce qui appartient aux actionnaires. On peut aussi faire des valorisations de sommes, c'est-à-dire on peut essayer de regarder quelles sont les transactions qui ont lieu sur certains métiers, regarder combien pourrait être vendue l'entreprise, hem, rapidement. Alors, ça reste quand même très théorique parce que toutes les entreprises ne se vendent pas, mais et regarder si on arrive à acquérir l'entreprise avec une décote importante par rapport à cette valorisation. Une question de Thierry du coup et éventuellement ça sera la dernière question. Vu notre dépendance au pétrole, n'y a-t-il pas un momentum justement pour les énergies renouvelables, l'hydrogène, le nucléaire? Alors, très certainement, il y a un très bon momentum pour les énergies renouvelables. C'est un compartiment de marché qui performe plutôt bien. L'hydrogène, c'est compliqué parce qu'en fait, même s'il y a besoin d'énergie alternative, il faut quand même que le coût de revient de cette énergie soit raisonnable, hein. Et l'hydrogène aujourd'hui, finalement, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, enfin, à utiliser. Ceci dit, l'hydrogène est probablement une très bonne façon de stocker de la production électrique excédentaire qu'on peut avoir à certains moments à cause de la production des énergies renouvelables et le nucléaire,
Bah, oui, le nucléaire, je dirais, beaucoup de pays qui avaient abandonné le nucléaire sont en train de se reposer la question de savoir s'ils reviennent pas sur du nucléaire, puisqu'on se rend compte que finalement le nucléaire, c'est un élément d'autonomie, hein, vis-à-vis, de ces énergies fossiles. Enfin, même si je rappelle que, pour le nucléaire, il faut quand même du minerai d'uranium, certes qui est traité, enrichi, mais on n'en a pas en Europe, hein, donc il faut aussi l'acheter à l'extérieur. Bon, bah, c'est entendu. Merci Pierre, merci énormément pour ton expertise et pour ton éclairage. On se retrouve, bah, très bientôt pour un nouveau justement point marché. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à très bientôt justement pour un nouveau webinaire. Je vous en prie et merci encore, beaucoup Pierre. Merci Imen, merci bah, je l'ai mis par écrit donc Bah, bonne c'est ce que soirée à c'est ce tous. que j'étais en train de taper. Merci, merci beaucoup. Très, très, très bonne soirée. OK, merci.